Eh ben, salut à tous. Je suis super contente d'être là aujourd'hui. Ce que je veux, c'est vous faire un retour d'expérience sur le lancement de Duolab, qui est un site qu'on a lancé en quelques mois, qui a été construit avec Contentful et avec Nuxt.js. Euh, Déjà, Duolab, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une nouvelle marque de l'Occitane. L'idée, c'est d'offrir un soin sur mesure pour le visage. Et en fait, ce que je trouve passionnant sur ce projet, c'est que c'est le fruit de 6 ans d'innovation en laboratoire qui a amené à un lancement de la marque via un pop-up store à Londres. Et donc, le pop-up store, il était vraiment aux petits oignons très raffinés et en fait, tout ce qu'on pourrait attendre d'une marque premium de cosmétiques. Et en fait, avec cette marque, il y a toute une expérience digitale qui a été construite, notamment pour faire un diagnostic de peau, pour derrière recommander des produits et derrière permettre d'acheter ces produits sur le store. Et donc, il y a une expérience mobile et web qui a été créée, euh, et également pour présenter le contenu de la marque. Et donc, derrière cette expérience digitale, on a du coup les parties front, donc une application en React Native pour le mobile et une application Next pour la partie web. Et en fait, ces deux fronts vont aller chercher le même contenu dans Contentful. Et en fait, avoir ça, ça permet à la fois de proposer une super expérience aux utilisateurs avec une image de marque très raffinée et à hauteur des attentes d'une marque premium, et à la fois de permettre aux contributeurs de garder la main sur le contenu et de gérer toute la communication sur la marque. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un retour d'expérience sur la partie de développement Next et Contentful. Et donc, un petit mot sur moi, puisque je ne me suis pas présentée. Je suis le développeur à Théodo. Théodo, c'est une entreprise de services. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients à lancer des nouveaux projets. Donc là, sur ce projet, en fait, on a accompagné Duolab sur le lancement de cette plateforme. Sinon, dans les sujets que j'adore, c'est la collaboration avec les designers. Donc, j'ai essayé de lancer un peu la sculpture DevUX. Il y a pas mal d'infos sur le site que j'ai créé. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder et à me contacter. Et puis, dans cette période de confinement, je manque un peu de soleil. Mais le bon côté des choses, c'est que finalement, je fais plus de sport que d'habitude puisque je suis coincée chez moi et qu'il faut trouver des manières de bouger. Sinon, voilà mon Twitter si jamais vous voulez me contacter. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour ce projet, en fait, les enjeux, il y en avait trois. Le premier, c'était de garantir une super expérience pour les utilisateurs et également de garder une bonne expérience pour les contributeurs. Il y avait un autre enjeu sur la rapidité de mise en place, puisqu'on n'avait que quelques mois pour lancer la plateforme, avoir le diagnostic qui soit disponible en magasin et sur le web. Et enfin, le dernier point, c'est de garantir aussi une bonne expérience de développement, puisque là, on se lance dans du dev et non sur de la configuration d'un CMS classique. Donc, les différents focus, on va avoir le modèle de données, les intégrations de services et enfin l'expérience de développeur. Donc, pour rappeler un petit peu comment marche un CMS headless, en fait, côté développeur, ça va être un peu comme configurer une base de données. Donc, on va gérer des modèles. Donc, par exemple, un produit. Et pour un produit, on va définir tous les champs possibles. C'est-à-dire qu'on va avoir un nom, une description, des images et des produits associés. Et à chaque fois, on va dire quel est le format de chacun de ces champs. Une fois qu'on a défini ces modèles, les contributeurs vont derrière pouvoir utiliser ces modèles pour créer du contenu et donc créer des fiches produits et remplir toute la base de contenu. Ce contenu, il est ensuite récupéré via une API et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va servir du JSON
à notre front. Et donc, le développeur va derrière pouvoir utiliser ces informations pour les mettre en forme et faire un bel affichage de fiches produits. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir le contributeur content et l'utilisateur content, puisque ben, chacun va avoir ce qu'il veut. Et donc, concrètement, sur Contentful, comment ça marche une fiche produit pour un développeur? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va être sur l'interface et sur la partie modèle, il va pouvoir définir un modèle de produit, renseigner les différents champs, définir ce que chaque champ est, donc du short text, du rich text, mettre des médias. Puis il va pouvoir mettre des références également vers d'autres produits, par exemple, et rajouter d'autres intégrations. Du point de vue du contributeur, maintenant, on change d'onglet. On est sur l'onglet contenu. On va pouvoir filtrer par modèle. Donc ici, je vais pouvoir voir la liste de mes contenus et ensuite avoir une vue détaillée. Donc quand je clique, pouvoir éditer les différentes parties de ma fiche produit. Et donc on va avoir différents types, un formulaire qui s'adapte au format des données qu'il faut remplir. Et donc, le retour que j'ai sur ce qu'on a fait sur Diolab, c'est que, en fait, c'est important de prendre en compte les attentes du contributeur en tant que développeur pour définir les types de champs et les relations. Donc, qu'est-ce qui doit être administrable, comment. Prendre le temps aussi de définir des helpers pour aider le contributeur à remplir du contenu, puisqu'en fait, le contributeur, il va être plutôt habitué à manipuler un CMS classique et donc à avoir du what you see is what you get. Là, il a des repères qui sont différents, puisqu'en fait, les infos qu'il va renseigner, elles vont peut-être rendre différemment, puisque le front est complètement décorrélé de ce contenu. Pour aider justement le contributeur, avec Contentful, on peut configurer une preview et ça permet de faciliter la contribution. Donc là, je suis dans l'onglet Settings. Je vais pouvoir définir pour chacun de mes modèles un URL qui va me permettre de prévisualiser le modèle associé. Donc on peut renvoyer vers une page et on peut aussi renvoyer vers des choses plus spécifiques pour avoir prévisualisé typiquement une fiche produit en particulier. Donc ça demande un peu de travail supplémentaire de la part du développeur, mais en tout cas, c'est ce qui permet de proposer une bonne expérience aux contributeurs. Et donc là, jusqu'ici, avec Contentful, on est content sur nos différents critères. Tout se passe bien. Maintenant, après la fiche produit, on va avoir justement le contenu statique à présenter pour présenter la marque. Et donc, on va avoir des différentes pages de contenu. Et donc, si on se remet dans les bottes du développeur, on peut se dire, pour gérer les pages de contenu, en fait, je vais créer un modèle page de contenu. C'est assez intuitif et du coup, je vais me dire, sur une page, je vais avoir le titre, je vais avoir une intro, je vais avoir un premier bloc de contenu ou un deuxième bloc de contenu, une image associée et après, je vais pouvoir ajouter plein d'infos. Du coup, du point de vue du contributeur, finalement, on va chercher sur le type de page, par exemple, à propos, et en fait, on n'aura qu'une seule entrée. Et donc, si on modifie cette entrée, derrière, on va pouvoir contrôler le titre et tout le contenu derrière. Donc, en fait, le modèle de page de contenu, l'avantage, c'est que le contributeur va pouvoir gérer tout le contenu à partir du même endroit. Et les inconvénients derrière, ça va être plutôt niveau développement. En fait, la structure, elle va être moins flexible. On va multiplier le nombre de modèles à entrée unique. Et donc, ça va quand même rajouter pas mal de bruit. Une chose à noter avec Contentful, c'est qu'au niveau des plans, on est limité en nombre de modèles. Donc, c'est ce qu'ils appellent les content types. Et donc, vous voyez que si vous dépassez 24 modèles, le prix, il augmente quand même beaucoup. Et donc, si on a plusieurs pages et qu'on a aussi d'autres choses à renseigner, finalement, les 24 modèles, on les atteint assez rapidement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire évoluer du coup ce modèle page de contenu pour être un peu mieux sur les enjeux du projet? En fait, si on repense au modèle et qu'on regarde ce qu'on essaye d'avoir,
on se rend compte que les pages, c'est surtout des blocs de contenu et qu'il y a souvent le même type d'information qui va revenir. Donc, on va avoir un titre, une description, une image. Et en fait, derrière, pour le contributeur, finalement, au lieu d'avoir une seule entrée, il va en avoir plusieurs. On peut choisir du coup une convention de nommage, c'est-à-dire qu'on va avoir la page donc, à propos et ensuite le nom du bloc correspondant. Et derrière, pour le contributeur, donc, lui, il ne va pas toucher à cette partie-là, ça va être choisi par le dev. Mais derrière, il va pouvoir renseigner un titre, une description, remplir ses images. Quelque chose qui nous a été aussi utile, c'est d'utiliser la composition, donc de mettre une relation vers d'autres blocs de contenu. Et en fait, ça va nous permettre de gérer des blocs de contenu un peu plus complexes, c'est-à-dire d'avoir un gros bloc parent ici et ensuite des blocs enfants avec une image, un nouveau titre et un nouveau contenu. Donc ça, c'est un autre modèle qui nous a beaucoup servi sur le projet. L'avantage, c'est vraiment d'avoir de la flexibilité autour d'un même modèle. L'inconvénient, je pense que l'expérience est un peu moins claire pour les contributeurs puisqu'il faut qu'ils s'y retrouvent bloc par bloc. Et une autre variante qu'on a utilisée du bloc de contenu, c'est la gestion des listes. Et donc, sur la gestion des listes, finalement, c'est légèrement différent, c'est qu'on n'a pas besoin de Slug pour identifier un bloc, on peut directement associer une liste. Donc là, avec ce nouveau système de blocs de contenu, finalement, on est un peu meilleur sur la partie maintenabilité puisque on est plus flexible avec ce modèle. On a un peu dégradé l'expérience des contributeurs, mais si le but c'est d'optimiser nos 3 critères, je pense qu'on était pas mal avec celui-là. Maintenant qu'on a affiché le contenu, il va rester toujours des petits bouts de texte, par exemple sur des boutons ou sur des petits labels. Et en fait, c'est aussi important sur l'expérience utilisateur. Et donc, donner la main sur le wording, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à avoir. Donc, un autre modèle qu'on a créé, c'est un modèle pour les traductions. C'est assez simple, on a une clé et une valeur. Et donc, pour le contributeur, c'est pareil, on se met d'accord sur la convention de nommage, il va pouvoir retrouver ses clés et les mettre à jour. Donc, la clé, elle est choisie par le développeur et la valeur est choisie par le contributeur. Je pense que pareil sur la syntaxe, c'est des conventions et il faut se mettre d'accord avec les contributeurs, mais ça marche à peu près comme n'importe quelle autre plateforme de traduction. Donc, avec Contentful, c'est facile d'avoir un MVP fonctionnel rapidement. En revanche, ça vaudra jamais une plateforme de traduction. Mais je sais qu'avec Contentful, on peut faire des intégrations avec SmartLink, par exemple, qui est un gestionnaire de traduction. Donc, ça peut être une autre piste à explorer. Sur le modèle des traductions, je pense qu'on est plutôt content sur ces 2 critères. Et ensuite, sur la partie ratio, je pense que là, comme c'est moins clair pour les traducteurs, disons qu'on est OK et que ça fait le taf pour les MVP. Donc, pour résumer, les modèles de données et ceux qui sont importants, qui ont été hyper utiles sur le projet, c'était des modèles de fiches assez classiques, des modèles de pages de contenu. Quand vous avez peur que ce soit trop le bazar et que vous avez une page avec beaucoup de contenu et qui est un peu complexe, ça vaut le coup de créer une page de contenu. Sinon, vous pouvez vous en sortir avec des blocs. Et enfin, les traductions. J'aimerais passer un peu de temps sur un exemple de modèle avancé qui nous a permis de construire le quiz. Donc, le quiz, c'est quoi? C'est une série de questions avec des réponses, différentes réponses. Et en fait, les questions changent en fonction des réponses des réponses choisies par l'utilisateur. Et donc, à la fin, on arrive sur un résultat. Et donc, pour construire le quiz, j'ai refait le process sur un projet perso. Et en fait, première étape, définir la logique du quiz. Donc, se dire, je pars d'une question, voici mes différentes réponses. Une réponse peut pointer sur une nouvelle question, qui a des nouvelles réponses, qui pointent sur une nouvelle question, etc. Et donc, on va créer son arbre avec la logique du quiz. Et une fois que ça s'est fait, il faut créer les modèles. Les modèles, ils sont assez simples. Donc, on a un modèle de questions.
Il y a le contenu de la question, il y a des références vers les réponses possibles. Le titre, ça, c'est pour pouvoir la retrouver sur Contentful. Et là, on a une valeur pour dire c'est le début de mon quiz. Pour les réponses, du coup, on a le contenu de la réponse. On a une référence vers la prochaine question auquel relie cette réponse. Le titre, pareil, pour la retrouver. Et un moyen de gérer le score. Donc, ça dépend de votre logique, mais vous pouvez très bien mettre un score avec un chiffre. Vous pouvez gérer des scores de manière différente. C'est à vous de réfléchir à la logique que vous voulez mettre en place. Et donc, une fois que ça s'est fait sur Contentful, vous pouvez remplir le contenu. Donc, à quoi ça ressemble? Là, je suis sur une question. Je vois mon contenu, je vois du coup les réponses qui sont associées et je vais pouvoir rentrer dans une réponse pour ensuite la mettre à jour si je veux ou en rajouter une nouvelle. Et donc, le contenu de la réponse, la question auquel c'est associé. Et donc, avec Contentful, on peut naviguer de question en réponse et pour passer sur tout le flux. Et donc, c'est comme ça qu'on va renseigner en fait toute la logique de notre quiz. Et ensuite, la dernière étape, une fois qu'on a renseigné tout le contenu, c'est d'implémenter le front. Et donc, là, je vous ai mis un exemple de code simplifié en vue. Donc, les points importants, c'est quoi? C'est récupérer toutes les questions, avoir une logique pour garder en mémoire quelle est la question qui est affichée actuellement à l'utilisateur, garder en mémoire aussi le score. Et ensuite, sur la partie front, en fait, avoir un composant qui est capable d'afficher la question, un composant qui est capable d'afficher les réponses. À chaque fois qu'on répond et qu'on choisit une réponse, on met à jour le score et on met à jour la question suivante. C'est-à-dire que dans les infos qu'on récupère ici, on a une liste de questions, les réponses associées et la question associée à chaque réponse. Et avec ça, en fait, on a tout pour faire un quiz. Donc, je suis passée assez vite. Ça pourrait faire l'objet d'une présentation entière, mais l'idée à retenir, c'est que finalement, avec 4 étapes, on peut réussir à offrir une expérience un peu plus dynamique et un peu plus ludique à ses contributeurs, tout en laissant la main aux questions et du coup à l'enchaînement des questions aux contributeurs. Au niveau de la rapidité de mise en place, j'ai retesté moi sur un projet perso pour mettre en place justement ce quiz. Je pense que ça m'a pris 2 à 3 jours pour avoir quelque chose qui fonctionne et qui est utilisable. Je pourrais vous faire une démo plus tard de ça, mais en tout cas, je pense qu'on arrive rapidement à une solution qui est assez cool. Donc voilà pour les modèles. Je vais passer maintenant sur l'intégration de services. Donc, pourquoi on a eu besoin d'intégrer des services? Si vous vous rappelez, donc, en fait, le front-end va aller chercher le contenu au niveau du CMS. Et donc, dans le cas du quiz, par exemple, là, on avait juste du contenu. Mais au moment où on veut faire de la recommandation de produits, en fait, il faut que le front aille chercher des infos au niveau du moteur de recommandation. Donc, ce moteur, il a été construit en Django. Et du coup, il faut réussir à faire une référence, un mapping de produits entre les produits recommandés ici et le contenu qu'on va afficher aux utilisateurs. Et donc, ce mapping, en fait, il peut être fait directement entre la brique de Contentful et de Django. Pareil, quand on veut vendre des produits, on va rediriger les utilisateurs vers le store e-commerce. Et du coup, ce qu'il faut, c'est réussir à mapper le contenu affiché et les produits que l'utilisateur a sélectionnés et indiquer au store quel produit l'utilisateur voulait acheter. Et donc, ce mapping, il peut également se faire entre Contentful et Shopify. Donc, pour Shopify, il y a une marketplace avec des extensions qui peuvent être ajoutées à Contentful. Et donc, l'intégration Shopify, c'est assez simple. Il faut renseigner les secrets pour se connecter et permettre d'associer du coup un produit Shopify à un champ dans vos modèles. Pour le contributeur, à quoi ça ressemble? Ils vont avoir leurs interfaces avec le contenu Shopify. Ils vont pouvoir aller rechercher parmi tous les produits disponibles et sélectionner ceux qu'ils veulent, sachant que Shopify permet de faire
des jolis previews des produits. Donc, c'est facile pour le contributeur de s'y retrouver et de choisir le produit correspondant à la fiche produit. Et pour ce qui est du mapping avec le back-end, il y a des intégrations assez simples qui peuvent être faites. Et donc, retrouver une select box pour aller chercher le bon produit. Pour rajouter des extensions, je pense que, il y a des repos, un repo GitHub avec pas mal d'extensions et des exemples de modèles. Mais en gros, c'est quoi une extension? C'est un peu de config pour dire je vais pouvoir mapper ça sur des champs de type objet ou des champs de type texte, etc. Et derrière, c'est un peu de code, donc de l'affichage pour ce qu'on affiche aux contributeurs et une logique pour aller récupérer la liste des produits ou la liste des informations via l'API que vous voulez. Je pourrais vous partager ce bout de code, il est hyper simple et ça permet d'avoir la Dropbox que vous avez vue tout à l'heure. Je trouve ça beaucoup plus simple que l'extension qui est fournie dans le repo de Cottonful qui fournit une app React qui est buildée pour à peu près le même résultat. Donc là, c'est assez lisible, on peut changer facilement la logique ici. Et donc, en fait, c'est assez rapide à mettre en place finalement ce mapping. Donc en termes de célérité, d'expérience, on a quand même des bonnes choses. En termes de maintenabilité, je pense que c'est un peu plus limité à partir du moment où on a envie de configurer plusieurs environnements. Typiquement, si vous avez un store Shopify, c'est plus compliqué de vous dire je n'ai pas envie de brancher ma prod à mon environnement de dev, quoi. Et donc, ça me permet de faire une bonne transition vers le troisième sujet qui est l'expérience de développeur. Donc, ça passe par, en premier, la récupération des données. Pour un développeur, du coup, comment je récupère les informations, le contenu une fois qu'il a été créé. Donc, en Next, on peut utiliser donc, les plugins. Et le plugin, c'est quoi? C'est en fait une instantiation d'un client qui utilise le SDK de Contentful. Donc, on lui fournit les infos sur à quel endroit on veut aller chercher les infos et avec quelle clé d'autorisation. Et en fait, rien que ce client, ça va permettre derrière d'aller chercher, par exemple, toutes les infos sur, par exemple, ma FAQ. Je veux récupérer tous les éléments et le client est assez simple. On récupère les entrées, on explicite quel est le contenu qu'on veut récupérer et on va pouvoir rajouter plein de filtres pour expliciter ce qu'on veut. Quand je vous ai parlé des traductions, donc ça c'est le morceau de code qui nous a servi pour gérer les traductions. Et en fait, pour chaque page, on pouvait dire récupère-moi telle traduction. Et donc là, il y a un filtre au niveau de la clé. Donc côté développement, on va définir les clés de trad qui nous intéressent. Et derrière, Contentful va nous rendre la traduction bien formatée. Donc ici, c'est le petit normalizer qui permet de récupérer la trad correctement. Voilà pour la partie intégration pour récupérer les données. Donc finalement, c'est assez rapide avec le SDK. Les options de filtrage sont assez simples. Je dirais que maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de se dire est-ce que je vais valider toutes les données que je reçois? Est-ce que du coup, je vais pouvoir me dire le contributeur va faire des erreurs, ne va pas remplir certaines informations? Est-ce que je vais passer le temps à vérifier que chaque valeur est définie, chaque valeur a le bon format, etc. Je pense qu'il y a un trade-off à faire là-dessus quand on fait son choix au niveau de l'implémentation. Et ensuite, typiquement pour gérer les erreurs, il y a des erreurs liées à la suppression. En fait, ce qui se passe sur Contentful, quand on supprime un objet, ça ne va pas forcément supprimer les liens qu'on a fait avec d'autres objets. Je pense que je vais vous montrer alors rapidement. Donc là, je suis au niveau de mon contenu. Je vais récupérer les différents produits. Pour vous montrer ce qui se passe en termes de relations. Hop. C'est un peu bugué. Voilà. Là, par exemple, j'ai associé un produit à celui-ci et en fait, j'ai supprimé l'autre produit. Et donc là, on voit qu'il y a encore un lien
et que du coup, il n'arrive plus à récupérer le produit qui a été supprimé. Et donc, si le contributeur ne fait pas attention et ne regarde pas dans cette section si une entrée est utilisée, il va quand même pouvoir supprimer l'entrée et ça va créer un peu des bugs sur l'application. Et donc, dans le front, si on ne fait pas gaffe et qu'on se dit qu'on a toujours une info ici, ben, ça va péter. Et donc, faut anticiper ces cas-là et bien les gérer, quoi. Et enfin, pour revenir, on parlait de gestion d'environnement. Je pense qu'il y a deux approches. Il y a une première approche qui est de se dire, je vais garder un seul environnement. Donc, ça va être le même pour en dev, en inté, en prod. Alors, je pense que ça marche quand même bien parce qu'on s'en est sorti sur une très très grosse partie du projet en gardant un seul environnement. Par contre, quand on commence à vouloir s'intégrer avec des intégrations avec le store Shopify, etc., ça devient plus compliqué de se dire, en fait, j'ai pas envie de rester avec le store. Pareil, quand vous faites les développements, que vous faites évoluer votre modèle, ça peut casser des choses côté front si vous n'avez pas relié le front correctement. Et donc, c'est plus facile d'avoir des bugs. Enfin, ça, c'est normal si on n'a qu'une seule source de données. L'autre approche, ce serait l'approche d'avoir plusieurs environnements, en fait, comme un environnement de développement classique. Sur Contentful, c'est possible. La feature est assez early stage, mais on peut quand même définir des environnements. Je vous montre rapidement. Là, vous voyez, j'ai une branche master et une branche staging. Et donc, je vais pouvoir faire évoluer différents modèles et différents contenus là-dessus, me brancher à différentes extensions en fonction de mon environnement. Donc, c'est possible. Et alors, pourquoi je dis que c'est early stage? C'est parce qu'en fait, pour que ce soit maintenable d'avoir ces deux modèles, il faudrait passer par des scripts de migration pour permettre de faire évoluer le modèle des données. Et donc ça a un coût d'entrée parce qu'en fait, faut réécrire des migrations comme on écrirait des migrations dans une base de données, maintenir tout ça, et donc on se retrouve à avoir du développement plus lourd, donc on perd un peu en célérité, quoi. Donc voilà, j'ai pas de solution miracle sur le fait d'utiliser un CMS sur un gros projet à grande envergure. Je pense qu'il y a différentes approches, que là, c'est pas encore totalement mature, mais en tout cas, il y a vraiment moyen de faire des choses assez rapidement et de limiter les bugs sur le flux. Pour conclure, finalement, avec Contentful, je pense qu'on a rempli les contrats qu'on voulait vis-à-vis des enjeux du projet. Les avantages, c'est vraiment qu'on a une interface qui est très simple pour les contributeurs, qui permet de gérer des modèles qui sont plus ou moins complexes. Je pense qu'on l'a vu sur la partie quiz, qu'on pouvait avoir des modèles complexes et quand même s'en sortir pour avoir une expérience qui était claire. Du point de vue du développeur, c'est assez simple de créer une interface qui est claire pour le contributeur. Finalement, il n'y a pas énormément de choix de modèles, mais en fait, le fait de ne pas avoir beaucoup de choix, ça rend les choses très claires. Si on veut créer une relation entre différents modèles, en fait, il n'y a qu'un seul choix, mais en fait, c'est très bien fait, donc c'est pas gênant. Sur la partie rapidité à mettre en place, en fait, avec la partie intégration, enfin le fait qu'en fait Contentful c'est un service, on n'a rien à déployer mais plutôt des petites configs à rajouter, que le SDK fourni et que les extensions fournies permettent de prendre des raccourcis et d'aller très vite, là je pense que c'est top. Et enfin sur la maintenabilité, je pense qu'on a une bonne expérience et qu'on va être bloqué après si on va avoir besoin de faire de la gestion d'environnement, quoi. Pour mettre en regard un peu ça, j'ai eu une expérience là récemment avec un autre headless CMS, donc c'était Directos. La différence, c'est que c'est du coup un outil open source et on-premise. J'ai comparé un peu. Je pense que la différence, c'est que faire du on-premise, je pense qu'au niveau coût, ça reste moins cher si on ne veut pas faire des choses trop compliquées. Contentful, ça a quand même un prix si on veut pouvoir accéder au service. Mais après,
je pense qu'on est quand même meilleur en termes vitesse de production et d'expérience fournie aux utilisateurs. Voilà pour moi.